Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture sur ma chaîne. Comme pour chaque bilan lecture, je vais diviser cette vidéo selon les genres de manga que je vais vous présenter. Je vais commencer avec un Kodomo, j'enchaînerai avec un shoujo, puis avec les shonen et je conclurai par la plus grosse partie de cette vidéo qui sera consacrée au seinen. Je commence avec le tome 4 de Pom Pom Panda de Sato Orokura publié chez Nobinobi. Il s'agit d'un petit Kodomo terminé au Japon en 8 tomes et nous n'avons toujours pas de date pour la sortie du tome 5 en France. Je n'ai pas énormément de choses à vous dire à propos de Pom Pom Panda, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo consacrée à cette maison d'édition. Quand je vous parlais des 3 premiers tomes, je vous disais qu'il s'agissait vraiment de manga pour les tout petits, c'est vraiment un scénario très basique, c'est un manga qui se veut tranche de vie mais vraiment très simple au niveau scénario. D'ailleurs Virginie, tu me demandais tout à l'heure si je connaissais un manga sur le thème de Noël. Je t'ai dit que je n'en connaissais pas d'autre que celui que tu m'avais cité, mais dans ce tome-là de Pom Pom Panda, nous avons un chapitre sur les fêtes de Noël. Comme vous pouvez le voir, niveau dessin, c'est vraiment très choupinou, c'est tout en couleur. Le manga est donc un petit peu cher puisqu'il est au prix de 9,45 €, mais niveau édition, c'est vraiment parfait. À la fin, vous avez même des petits jeux à réaliser avec les solutions en fin du manga. Si vous cherchez une idée cadeau pour un petit frère, une petite soeur, une nièce ou que sais-je encore, c'est un titre que je vous conseille et je le conseille également si vous êtes tout simplement comme moi fan de Kodomo. Je continue avec le tome 9 de La fleur millénaire de Kaneyoshi Izumi, c'est publié chez Kazemanga. La série est toujours encore au Japon avec déjà 10 tomes de parus et le tome 10 est prévu en France pour le 18 février. La fleur millénaire fait partie de ces rares shoujo historiques que je suis et que j'apprécie tout particulièrement. La romance n'est pas excessivement mise en avant, on sait qu'il existe une romance entre la princesse Aki et son esclave Akusei. On sait aussi que c'est une relation qui est totalement impossible, voilà, une princesse avec un esclave, no way. Mais dans ce tome-là, on se concentre surtout sur le prince de Sceaux. Et je dois avouer que c'était vraiment pas mon personnage fétiche, dans le sens que le gars était super manipulateur, qu'il veut juste arriver à ses fins, qu'il ne pense qu'au pouvoir, etc. Mais dans ce tome 9, je dois bien avouer que j'ai changé d'avis à son sujet, car on nous le présente sous un autre jour. Le gars finalement qui a des failles, qui est pas si sûr de lui, et qui a un petit peu de mal à se rapprocher de la princesse Aki, il fait des efforts qui paraissent totalement vains. Dans ce tome-là, on voit également l'évolution de la princesse Aki qui est de plus en plus froide, de plus en plus elle aussi calculatrice. Elle va devoir trouver des solutions pour des conflits militaires, politiques, etc. Des choses auxquelles elle ne devrait pas penser en tant que femme et encore moins en tant que princesse. C'est vraiment un personnage qui n'est pas tout lisse, qui prend des décisions parfois très dures. Il y a quand même ce petit fond de romance, mais dans ce tome 9, on ne la voit vraiment pas. Les dessins sont très typés shoujo et ne sont pas sans rappeler l'Arcane de l'Aube si vous cherchez un shoujo historique sur la Chine médiévale qui soit très prenant à suivre, qui ait une toute petite pointe de romance et surtout un super suspense à la fin de ce tome 9. J'enchaîne niveau shonen avec le tome 5 de Phantom Blood de la saison 1 de JoJo's Bizarre Adventure de Hiroe Kawasaki publié chez Tonkam. Dernier tome de cette saison 1. Dernier tome assez surprenant, personnellement, je connaissais déjà la fin de cette saison 1 comme je vous l'ai déjà dit en vous parlant du tome 4. J'ai regardé plus ou moins l'anime, je me suis beaucoup renseignée sur les saisons 1 et 2 donc je savais déjà ce qu'il allait se passer. Pas de surprise donc pour ma part, mais si vous découvrez la série là de suite maintenant, je peux vous assurer que ce tome 5 est assez surprenant. La tournure que prennent les choses dans les dernières pages. Ce dernier tome n'est pas seulement un combat Jojo versus Dio, il y a beaucoup plus que cela et c'est ce qui rend la lecture très plaisante. Je vous montre une dernière fois niveau chara-design ce que ça donne. Il ne s'agira pas de ma saison préférée comme je l'ai dit de JoJo's Bizarre Adventure, pour l'instant ça reste la saison 3, mais j'ai tout de même hâte de me lancer dans la saison 2 en janvier car à la fin de cette saison 1, on reste un petit peu sur notre fin, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a une saison 2, que tout ne peut pas s'arrêter là. Mais c'est ça aussi qui fait le charme de cette série. Je continue avec le tome 7 de Animal Kingdom de Makoto Reiko, publié chez Kiun dans leur collection Kids. La série est terminée au Japon en 14 tomes et le tome 8 est prévu en France pour le 22 janvier. Alors je sais, Animal Kingdom c'est toujours pareil, quand on voit les couvertures et surtout la couverture de ce tome 7, on se dit qu'on va tomber dans quelque chose, limite un petit manga Kodomo tout mignon, tout chou et des petits animaux. Et il n'en est rien. Alors à partir de ce tome-là, je trouve qu'on se concentre beaucoup plus sur les humains finalement que sur les animaux. Les animaux, voilà, le côté Animal Kingdom, ça passe un petit peu à la trappe. Mais c'est tout de même un super tome. Pourquoi? Parce qu'on comprend un petit peu pourquoi il y a plus tant d'humains que ça sur Terre. Comme je le disais à la fin du tome 6, Talosa se découvre un nouveau pouvoir, en plus de celui de parler à tous les animaux. Un pouvoir assez surprenant que je trouve un petit peu what the fuck d'ailleurs.
Et on comprend que ce pouvoir, ça va le bouffer encore plus que son tout premier pouvoir qui déjà le bouffait bien psychologiquement parlant. On revient donc dans ce tome beaucoup sur le passé, sur certains humains du passé, sur ce qu'ils ont laissé comme héritage pour les humains que l'on voit dans la série à l'heure actuelle. Le seul petit bémol que je dirais avec cette série, ce sont ses couvertures, parce que d'une part, elles ne reflètent absolument pas le côté très dark, je me répète à propos de cette série, mais c'est vraiment très sombre, hein, surtout au niveau des combats, des morts, tout ça, c'est quand même assez sombre, et je trouve que ça ne s'adresse vraiment pas à un jeune public. Et autre point négatif à propos des couvertures, c'est qu'elles vous spoilent à chaque fois un nouveau personnage, ou ce qui va se passer dans le tome. Voilà, alors là, il ne s'agit pas d'un nouveau personnage à ce tome-là, c'est un personnage qu'on connaît déjà, mais j'ai remarqué sur les prochaines couvertures, voilà, si vous vous amusez à regarder les prochaines couvertures de Animal Kingdom, vous comprendrez que ça vous spoil un petit peu ce qui se passe dans le tome, et ça, je trouve ça dommage. La série prend une tournure de plus en plus sombre, et Dieu seul sait que ça commençait déjà de manière assez sombre. Le seul côté positif avec ce tome 7, c'est qu'il ne se termine pas sur un suspense de dingue, donc ça va. Même si le prochain tome, on l'a qu'en janvier, on n'est pas sur un suspense de dingue à la fin de ce tome 7, et pourtant on l'est souvent à la fin d'Animal Kingdom. Donc encore une fois, si vous ne connaissez pas cette série, ou si vous êtes un petit peu rebuté par ce côté tout mignon des couvertures, en plus cette couverture qui est bien rose, donc qui ne laisse absolument pas présager son contenu, c'est tout de même un titre que je vous conseille au moins d'essayer de lire le début, de voir si ça vous intéresse ou pas. Je continue avec le tome 2 de Red Iceworks Akamegaki, le de Takahiro et Tetsuya Tashihiro, publié chez Kurokawa. Shonen, toujours en cours au Japon, avec déjà 11 tomes de parus, et le tome 3 est prévu en France pour le 8 janvier. Red Iceworks, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai fait une découverte manga à propos du tome 1, et c'est un tome 1 qui m'avait beaucoup convaincu, j'avais vraiment hâte de me plonger dans la suite. Et ce tome 2, je dois avouer qu'il est un cran au-dessus du tome 1. Ce tome 2, ça a été une très grosse surprise pour ma part, dans le sens où l'auteur prend des risques, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à flinguer carrément l'un des personnages principaux de sa série dès le tome 2. Alors bien évidemment, je ne vous dirai pas de qui il s'agit, c'est un gentil, un méchant, mais c'est assez surprenant de voir qu'à partir du tome 2, ça y est, l'auteur commence à flinguer les personnages principaux, un petit peu à la manière d'Alice in Borderland. Je n'irai pas jusqu'à citer King's Game et compagnie parce que c'est absolument pas du même niveau selon moi, mais c'est à peu près la même surprise que j'ai eue pour Alice in Borderland, c'est-à-dire les premiers tomes, on s'attache aux personnages, dès le tome 1, voilà, personnage très sympathique, on sait qu'ils font partie des personnages principaux, donc on s'attend à les suivre pendant quelques tomes, et puis non, au tome 2, le personnage qui paraît bien puissant, bien badass, il peut mourir d'une manière très simple. Voilà, il peut trouver plus fort que lui, c'est possible dès le tome 2, et c'est vraiment la force de ce tome 2 qui est vraiment mais pire qu'un cran au-dessus du tome 1, et Dieu seul sait si le tome 1 était tout de même d'un très bon niveau. Alors bien évidemment dans le tome 2, il n'y a pas seulement la mort d'un des personnages principaux, le tome ne tourne pas qu'autour de cela, puisque d'ailleurs c'est une toute petite partie du tome. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on en apprend beaucoup plus sur les armes impériales, voilà, ces armes qu'on savait très puissantes, qu'on savait en la possession de peu de gens, et on commence à comprendre un petit peu à quoi elles servent, les enjeux, voilà, autour de ces armes, et surtout les risques qu'il y a à manipuler ces armes. On comprend aussi qu'elles sont assez diversifiées, qu'on va avoir droit à des tas de combats très différents les uns des autres, et ça aussi c'est une force d'avoir des personnages radicalement différents, un petit peu à la manière d'ailleurs de JoJo's Bizarre Adventure. Vous avez des pouvoirs dans la saison 3, des stands radicalement différents les uns des autres, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Niveau chara-design, c'est juste dingue ce que l'auteur arrive à faire, c'est excessivement dynamique. Je ne vais pas vous spoiler la fin du tome, ça serait complètement idiot de vous spoiler qui meurt, voilà, ça serait vraiment idiot de ma part. Deux petits bonus intéressants avec la série Red Iceworks. D'une part, à la fin de chaque tome, vous avez une histoire bonus totalement hachée, ce qui met en place les personnages, souvent le personnage principal en fait de Red Iceworks, dans un autre manga. Et un manga qui n'est pas spécialement du même auteur, ni de la même maison d'édition française. Deuxième petit bonus que peut-être vous n'avez pas vu. Si vous enlevez la couverture, vous avez une petite histoire bonus qui en fait n'est pas une histoire bonus, elle fait suite à l'histoire bonus qui est à la fin du tome. Et en fait ça m'a fait sourire cette histoire bonus car c'est un petit peu le signe que je n'attendais pas. C'est qu'en fait je compte me lancer dans la série Dusk Maiden of Amnesia. Et cette histoire bonus assez fun porte sur le manga Dusk Maiden of Amnesia. Voilà, alors aucun rapport, même si vous n'avez pas lu ce manga, vous comprenez quand même l'histoire bonus car elle met en place juste le personnage principal. Et c'est vraiment ultra drôle, c'est un petit bonus super intéressant je trouve.
Un shonen néanmoins assez sombre que je ne conseille pas si vous êtes ultra sensible. Les scènes de combat sont quand même assez impressionnantes, les morts en elles-mêmes sont assez impressionnantes. Un tome 2 juste excellent qui me donnerait presque envie de me plonger dans l'anime, même si comme vous le savez les animes c'est pas trop ma came et j'ai vraiment pas le temps de m'y consacrer en ce moment. Continue avec le tome 8 de Tokyo Ghoul de Suishida publié chez Glénat. La série est terminée au Japon en 14 tomes, le tome 9 est prévu en France pour le 7 janvier et le tome 10 pour le 18 mars. Même si la série est terminée au Japon en 14 tomes, on sait que l'auteur a prévu d'écrire une suite, qu'il ne va pas s'arrêter là et c'est bien normal quand on voit le succès de sa série et surtout l'excellent niveau de sa série. À partir du tome 7, comme je vous disais, on changeait d'arc, on se tournait vers un arc encore plus sombre pour le personnage de Ken, encore plus torturé. Et dans ce tome 8, il se passe pas mal de choses. Énormément de combats, les combats sont assez trash. Même si Glénat a décidé de le classer dans sa catégorie shonen, il s'agit néanmoins d'un seinen au Japon. Au niveau des combats, c'est juste génial car ils sont bourrés de rebondissements et ils sont surtout hyper bien dessinés. Le personnage de Ken devient de plus en plus méchant, de plus en plus déterminé dans ses intentions et c'est vraiment une série qui prend une très très bonne tournure. J'étais presque déçue que la fin soit annoncée, mais quand on sait que l'auteur prévoit de faire une suite, voilà, j'espère juste que la suite sera aussi intéressante que cette première partie car c'est vraiment un excellent titre. Je continue avec le tome 4 de Attache-moi de Ryota Masume, c'est publié chez Pika. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 13 tomes de parus et le tome 5 est prévu en France pour le 18 février. Attache-moi, je vous avais dit que les deux premiers tomes c'était coup-ci coup-ça, le tome 3 remonte un petit peu le niveau. Qu'en est-il de ce tome 4? Eh bien on redescend un petit peu. Le petit truc qu'avait instauré l'auteur dans le tome 3, je trouvais ça super intéressant, ça mettait un petit peu de piment, on se disait enfin ça prend une tournure assez intéressante. Et puis ce petit truc du tome 3 ne se retrouve absolument pas dans ce tome 4. Néanmoins, les jeux entre Nana et Kaoru deviennent un petit peu plus, on va dire un petit peu plus osés. C'est pas non plus transcendant, mais disons que ça monte un petit peu niveau SM. Je vous montre une scène pour que vous compreniez ce que j'entends par scène SM. Voilà, je n'en montrerai pas plus au niveau de ce tome, puisque le titre est tout de même interdit aux moins de 18 ans. C'est vraiment pas tout public, encore une fois, si vous ne vous en doutiez pas, parce que ce manga n'est pas sous plastique, il n'est pas tout public. Niveau scénario, ça vole toujours pas très très haut, ça décolle pas vraiment, mais j'attends néanmoins le tome 5. Alors pour l'instant, c'est une série, je trouve, qui se lit, qui n'est pas ultra passionnante à suivre, mais bon, ça se lit. Ce n'est pas non plus la grande découverte de l'année, je ne le mettrai absolument pas dans mon top seinen 2014, soyez-en sûrs, ça ne sera pas non plus un flop. Ça fait partie de ce genre de lecture que vous attendez pas vraiment, mais bon, quand vous avez un tome à lire, vous le lisez. C'est pas hyper désagréable à suivre. Il ne s'agit pas d'une série dont vous attendez le prochain tome avec énormément d'impatience. Je continue avec le tome 3 de Erase de Kei Sanbe, publié chez Kiun. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 4 tomes de parus et le tome 4 est prévu en France pour le 26 février. Et là, pour le coup, le 26 février, ça me semble juste hyper loin vu l'excellent niveau de ce tome et vu le suspense final qui est juste un suspense de dingue. Il faut savoir, si vous voulez vous lancer dans Erase, c'est qu'à la fin de chaque tome, ça vous laisse dans un suspense juste pas possible. Vous êtes obligé de vous bouffer le tome d'après. Alors pour le tome 1, ça allait, j'avais acheté le tome 2 en même temps. Pour le tome 2, ça allait à peu près car le tome 3 sortait même pas 2 semaines après. Mais là, attendre presque 3 mois pour lire le tome 4, j'avoue, ça va faire assez long. Alors, c'est pas non plus le suspense de la fin du tome 1 et du tome 2, mais il s'agit tout de même d'un gros suspense. Je tiens encore une fois à souligner le travail des couvertures qui est juste magnifique. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais rien que sur la couverture, je trouve le chara design de l'auteur juste dingue. Au niveau du travail, bon, d'édition, Kiun fait de l'excellent travail, mais bon, je ne vous apprends rien là-dessus. Avec les pages couleurs au début. J'hésitais beaucoup à me lancer dans cette série, comme vous le savez, j'étais pas partie pour. Au tout début, si, mais par la suite, je me suis dit, attends de voir en combien de tomes elle se termine. Mais finalement, le synopsis était tellement bon, le chara design, je vous le remontre un petit peu. Je le trouve vraiment très réussi et très très agréable. C'est toujours très subjectif de vous dire ça, mais franchement, j'en suis très fan. Chara design excellent, synopsis de base très intéressant et surtout, ça vous tiendra en haleine jusqu'au bout. Vraiment une série que je vous conseille si vous hésitez encore à la commencer. Très honnêtement, je ne pense pas que la série s'étendra encore sur 6-7 tomes. Je pense qu'on s'arrêtera à moins de 10 volumes. Mais c'est une série dont j'attends le tome 4 avec énormément d'impatience. Et pour conclure, je vous parlerai du tome 2 de Femme Fatale de
Kaiya Shikisawa, publié chez Soleil Manga. Ce seinen est terminé au Japon en 3 tomes et il n'y a toujours pas de date à l'heure actuelle en France pour le tome 3 et je dois avouer que ça me désespère. Le rythme de parution de cette série est juste ultra lent. Le tome 1 de cette série est paru en France en janvier. Personnellement, j'ai commencé la série un petit peu plus tard. Je l'ai commencé à la date où je vous ai fait la découverte manga au sujet du tome 1. Et ce tome 2 vient à peine de paraître en ce mois de novembre. Et voilà, 10 mois entre chaque tome, c'est juste pas possible. Je ne me rappelle pas vraiment des événements du tome 1, mais j'avais pas vraiment non plus envie de me relire le tome 1 pour autant. Du coup, j'ai fait 100, j'ai essayé de me rappeler du maximum de choses de tête. Je me suis dit, en me replongeant dans la lecture, je vais me rappeler de certains trucs. Je me suis pas rappelé de tout, en même temps, c'est pas un manga ultra passionnant, je vous dirais non plus. C'est un seinen romance tranche de vie qui est assez calme. Voilà, si vous cherchez un truc avec beaucoup d'humour ou beaucoup de révélations en pagaille, de suspense, etc., c'est vraiment pas une lecture pour vous. C'est vraiment le manga tranche de vie très calme, très posé, avec des relations qui se font et qui se défont entre les personnages. Relations assez compliquées d'ailleurs. Disons que ça n'a pas été ma lecture de la semaine. Clairement, j'ai préféré lire Red Ice World où ça pétait de partout. C'était vraiment le manga où vous en sortez, vous êtes séché par la fin du tome 2. Alors que là, déjà d'une part, c'est 10 mois d'absence entre le premier et le dernier tome, même si personnellement je l'ai commencé en mars ou avril, le tome 1, je ne sais plus exactement, il faudrait voir la date de ma découverte manga. Et j'avais pas spécialement hâte de lire le 2, mais d'une manière, le 1, je ne m'en rappelle plus, est-ce que j'avais aimé, comment ça se termine, je ne savais plus rien, je ne savais plus. Mais bref, je me suis dit, série en 3 tomes, tant qu'à faire, je la termine, si ça se trouve, ça prendra une très bonne tournure. Bon. Je reste sur un sentiment assez mitigé, j'ai assez traîné à lire le tome 2, pourtant il n'est pas bien gros. Comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus le gros pavé à lire, mais je l'ai trouvé assez lent. C'est le rythme de l'histoire qui veut ça. Peut-être que si j'avais relu le tome 1, j'aurais été un petit peu plus à fond dedans, mais là j'avoue, j'en avais pas vraiment envie. Ainsi s'achève ce bilan lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certains de ces mangas, si vous avez un avis peut-être totalement différent du mien. Si certains de ces mangas, à la suite de cette vidéo, vous tentent ou absolument pas. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.